Professeur Nicolas Franck. Professeur Nicolas Franck, bonjour. Quand on entend en fait Olivier Damézin, finalement ce sont quelque part un peu les mêmes symptômes qui touchent aussi les Français qui aujourd'hui sont touchés par l'angoisse de cette crise économique, d'un certain isolement qui peut les conduire à cette détresse psychologique. Oui, complètement. Il y a un certain nombre de facteurs qui s'accumulent pour peser sur les Français. Alors certains paramètres sont apparus dès le premier confinement. C'est l'enquête dont il est fait état dans le livre Covid-19 et détresse psychologique, qui montre que le bien-être mental des Français était altéré dès la deuxième semaine de confinement au printemps, que ce bien-être n'a pas arrêté de diminuer au fil du bien-être. Et d'ailleurs, de manière très frappante, la catégorie de population qui avait les scores les plus bas dans la deuxième semaine de confinement, c'était les agriculteurs. Deux catégories les plus basses, c'était agriculteurs et étudiants. Donc effectivement, confinement, impossibilité de circuler comme on veut, enfermement chez soi, perte des contacts sociaux, pression économique, toutes les mesures de l'été, reconfinement derrière, ça fait beaucoup sur les Français, avec une impossibilité surtout de se projeter dans l'avenir. On ne sait pas quand on va sortir de la crise, malgré l'arrivée du vaccin. C'est ça, parce que dans votre livre aussi, donc vous faites cet état, justement, des lieux sur ce que vous appelez l'odyssée du confinement, et vous allez vers des recommandations pour essayer de s'en sortir, alors qu'on est toujours dans cette crise sanitaire. Pour s'en sortir, je pense qu'il faut reprendre un petit peu de maîtrise et retrouver de l'espoir. Et pour retrouver de l'espoir, il faut construire à la fois son quotidien pendant la crise, pendant les différentes étapes de la crise. Là, on arrive vers un nouveau post-confinement qui va être plus ou moins long, avec plus ou moins la possibilité d'un reconfinement ou d'autres mesures de contrainte. C'est très difficile tout ça, parce que ça enlève de la liberté et ça enlève surtout des échanges sociaux qui sont essentiels. Les échanges sociaux sont aussi essentiels que des activités élémentaires comme l'alimentation. Et ça, quand c'est coupé, ça blesse beaucoup les personnes. Ça leur met du stress et les personnes les plus fragiles franchissent un seuil et rentrent soit dans l'anxiété, soit dans la dépression, soit dans d'autres troubles psychiatriques. Dans un instant, vous allez pouvoir nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions au professeur Nicolas Franck. On revient sur ce livre Covid et détresse psychologique aux éditions Odile Jacob avec le professeur Nicolas Franck qui est avec nous, qui est psychiatre, chef du pôle au centre hospitalier de Vinatier près de Lyon. Professeur, est-ce qu'on vous avez noté une recrudescence peut-être de patients chez des psychologues ou des psychiatres ? Alors effectivement, ce qui est très frappant, c'est qu'en cette période de deuxième confinement et de bientôt post-deuxième confinement, viennent en psychiatrie et en psychologie des personnes qui n'ont jamais vu de toute leur vie de psychiatres ou de psychologues, de professionnels de santé mentale. Donc il y a une demande de la population qui est en train de croître. Et je trouve que les personnes vont plus mal dans ce deuxième confinement que lors du premier confinement, où ils se sont retrouvés tous très perplexes, mais avec un bel élan de solidarité, avec un soutien très massif des soignants, et puis avec la perspective de se projeter sur une fin de crise assez court terme, parce que tout le monde imaginait qu'après le pic épidémique, les choses allaient disparaître. Pendant l'été, tout s'est relâché, parce que les Français se sont sentis sortis d'affaires. Et puis petit à petit, ils ont déchanté à la rentrée, et ça leur a fait un gros coup de massue. Et c'est extrêmement difficile à supporter pour eux. On voit beaucoup de morosité, donc de rumination et de tristesse finalement. Ce sont les prémices d'une dépression assez large en France. Et ça se traduit par quoi? Alors vous le dites en dehors donc de la détresse en fait psychologique, mais après de façon aussi assez concrète dans le quotidien. Je vois consommation alimentaire, consommation d'écran, consommation de tabac, de cannabis, d'alcool. Voilà, on cherche en fait des portes de sortie à ces moments difficiles, quoi. Oui, complètement. Il faut effectivement se distraire, alimenter son esprit, retrouver quand même un petit sentiment de plaisir qui malheureusement se passe par des addictions pour une partie des personnes. Et puis c'est aussi bien des éléments dépressifs qui s'installent petit à petit, des ruminations, l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas pouvoir affronter la crise, qu'on ne reverra plus ses enfants. Moi j'ai entendu beaucoup de personnes âgées pleurer par rapport à cette rupture sociale. C'est affreux pour elles. Alors elles sont d'abord les victimes du virus et puis ensuite les principales personnes coupées des autres, puisque effectivement il faut qu'elles se protègent. Et puis les étudiants qui sont aussi loin de leur famille, avec les universités fermées, dans de petites surfaces souvent, avec de petits revenus, dans une précarité financière, avec des universités qui ont mis soit des cours en ligne avec une qualité suffisante et une intensité suffisante. Mais j'ai vu une étudiante la semaine dernière qui avait eu un cours en un mois et qui était complètement laissée à elle-même, dans une situation de détresse extrêmement importante. Donc les manifestations, ça va être ce que vous dites, laisser son quotidien se désorganiser, ça veut dire mal dormir, dormir un petit peu n'importe quand,
grignoter, s'alimenter n'importe quand, donc perdre un rythme social, ne plus avoir l'étayage apporté par autrui, par ses proches, se retrouver tout seul, et puis finalement ruminer, s'enfoncer dans quelque chose de l'ordre d'une dépression. Pas ou peu de sport également, quoi, bien sûr. Est-ce que le fait que ce soit planétaire, ça a changé quelque chose aussi, que ce soit pas juste en France et qu'on soit tous finalement dans le même panier? Oui, ça change quelque chose. Et puis la communication planétaire avec Internet, l'information qui circule à toute vitesse, le fait qu'on a vu l'épidémie arriver d'Asie au printemps, submerger toute l'Europe, et puis qu'on ait le nombre de morts et le nombre de personnes en réanimation en permanence, ça c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Parce qu'effectivement, on sent la menace à chaque instant. Ouais. En tout cas, on a des appels au 0826 300 300 avec des questions pour vous. Il y a Yamina qui est avec nous, qui nous appelle d'Ivry-sur-Seine. Bonjour Yamina. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, merci pour d'aborder ce sujet parce que effectivement les chiffres sont alarmants. Moi j'ai regardé un petit peu les différentes études disponibles sur l'état moral et de la Fondation Jean Jaurès, mais de l'IFOP, mais aussi de Santé publique France. Les chiffres sont à peu près équivalents dans les trois cas. Effectivement, il y a une augmentation qui est assez alarmante suite au deuxième confinement, alors qu'il y a eu une amélioration après la levée du premier confinement. Les chiffres sont assez alarmants sur des tentations suicidaires, sur des dépressions, sur les états dépressifs, troubles du sommeil, l'anxiété. Et moi, donc tous les chiffres, mais ce que dit le professeur Nicolas Franck aussi va dans le sens de ces études-là, en tout cas. Vous êtes enseignante justement à l'université. Je suis enseignante, effectivement. Et effectivement, ces taux sont très importants chez les étudiants. Mais aussi quand je regarde les chiffres chez les artisans et les commerçants et les raisons qu'on a évoqué le professeur Nicolas Franck sont, je pense, est-ce que non mais c'est vrai, et ça ce sont de bonnes observations. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose à demander justement aussi au professeur Nicolas Franck? Faut en profiter, il est avec nous et je vois que dans son livre il y en a beaucoup. Oui, allez-y. J'avais deux questions à poser au professeur Nicolas Franck. Je voulais savoir s'il y avait des études comparatives entre les pays, parce que, en l'occurrence, les pays, particulièrement ceux qui ont géré différemment la crise sanitaire, parce que tout cet état d'anxiété est quand même généré par une gestion, je dirais, par la peur. Et l'infantilisation aussi d'une certaine manière, ce qui a fait qu'on manque de visibilité, surtout pour les artisans, mais aussi les agriculteurs, mais aussi les étudiants. L'isolement augmente cet état d'anxiété. Est-ce qu'il y a des études comparatives entre les pays qui ont géré différemment, avec des mesures moins drastiques, ou encore avec une gestion différente? Alors ça c'est la première question. Deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à ça aussi. Est-ce qu'effectivement cette gestion par la peur, les chiffres qui tombaient tous les soirs, au premier confinement, de nombre de morts pour une épidémie, je ne minimise absolument pas, qui a quand même avec un taux de mortalité inférieur à 1%, ou des chiffres de prévision de 400 000 morts. Et alors donc cette peur est anxiogène. C'est totalement anxiogène tout ça. C'est totalement anxiogène pour une épidémie dont la mortalité n'est pas. Non, c'est vrai. Alors, professeur Nicolas Franck, Yamina, professeur Nicolas Franck va vous répondre. Donc, est-ce qu'on a un comparatif effectivement sur l'état de détresse entre pays, les autres pays qui sont touchés, professeur Nicolas Franck? Alors c'est très difficile de comparer effectivement les pays entre eux quand on n'emploie pas la même méthodologie. En fait, il aurait fallu monter une même enquête avec les mêmes indicateurs et malheureusement, je n'ai pas connaissance de résultats à ce stade. Notre enquête, celle qui est dans le livre Covid-19 et les détresse psychologique, nous l'avons traduite en italien, nous n'avons pas encore analysé les résultats ni publié les résultats et nous l'avons traduite en anglais pour l'île Maurice. Et nous avons le projet de faire un comparatif entre ces trois pays. En tout cas, au moins, nous aurons eu la même méthodologie sur ces trois pays. Oui, vous l'abordez quand même un petit peu sur ce qui s'est passé en Chine, quoi, et la manière dont ça a été mené. Et pour le coup, et là, ça rejoint un petit peu ce que disait Yamina, c'est-à-dire que, là, on a imposé des mesures très dures, quoi, là-bas.
Des mesures très dures et des conséquences très sévères pour la population, puisque vous avez vu ce qui est dans le livre. Effectivement, il rapportait un taux de dépression proche de 50% dans la population chinoise. Le problème, c'est que la psychométrie, c'est-à-dire la mesure de la dépression, n'était pas de très bonne qualité. Donc c'est difficile vraiment d'extrapoler. Ouais. On parle de l'impréparation du gouvernement. Vous faites un parallèle dans votre livre sur les spécialistes qui sont entraînés justement à l'isolement. Est-ce qu'il aurait fallu, plutôt que d'une brutalité de fermer, il aurait fallu des sas de décompression, c'est-à-dire que le faire par palier, cet isolement? Non, moi je pense que ce qu'il aurait surtout fallu, c'est de l'éducation à la santé. C'est-à-dire expliquer à la population, effectivement, ce qu'il fallait faire du point de vue épidémiologique, quelles allaient être les conséquences du point de vue psychologique et psychiatrique, et puis comment s'en prémunir. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation à la santé. C'était très difficile de le faire avant le premier confinement, parce que là, c'était la première vague épidémique qui est arrivée très vite, avec un peu un effet de surprise. Par contre, dans les 6 mois qui ont séparé le premier et le deuxième confinement, je pense qu'on aurait pu utiliser cette période. En tout cas, il faut le faire maintenant, entre le deuxième confinement et un éventuel troisième confinement. C'est extrêmement important que les personnes soient effectivement informées, soient actives dans le processus. Parce que sinon, si on les dépossède de ça, les conséquences psychologiques sont pires. Oui. Laurence est avec nous de Montpellier, au 0826 300 300. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bon. Alors, moi, je voulais témoigner du fait que même si on n'est pas en situation de détresse, on est impacté. C'est-à-dire que moi, étant enseignante, je ne peux pas revendiquer de manquer de lien social ou d'avoir des soucis financiers. Par contre, je suis totalement sensible à la situation de détresse des autres, et notamment, je pense aux restaurateurs qui sont dans une situation d'injustice totale, puisque moi, je côtoie des enfants entassés dans les cantines alors qu'on ferme leur établissement, alors que c'est une population pour qui la question de l'hygiène fait partie du métier, donc qui était totalement armée pour préserver ses clients. Donc cette situation d'injustice me heurte profondément. Ensuite, il y a aussi une question d'insécurité dans ma situation professionnelle, parce que les informations que l'on reçoit sont totalement divergentes de la part d'experts de haut niveau des deux côtés. Les annonces ministérielles ne reflètent en rien la réalité. Je pense notamment, il a été question de masques transparents, puisque pour enseigner, lorsqu'on est en maternelle, avec un masque, c'est totalement infaisable, notamment quand on doit faire prendre conscience des sons aux enfants, etc. Donc, Sophie Cluzel, qui est en charge des handicapés, avait annoncé fin septembre des masques. Jean-Michel Blanquer avait relancé cette chose-là, cette information-là, en disant courant de l'automne, nous n'en avons pas vu la couleur. Et personne ne leur demande des comptes. Et alors, moi, je peux vous dire que dans mon école, nous accueillons un enfant. École primaire, vous, Laurence, oui. Maternelle. Maternelle, mais ça ne changerait rien à la question. Non. Disons que oui, je n'ai pas le masque pour les élèves. Mais nous accueillons un enfant qui est sourd, qui lit sur les lèvres, ainsi que ses parents. Donc, le masque transparent était une nécessité totale. Nous avons fini par l'acheter sur nos propres deniers, et l'institution nous a répondu que comme on ne portait pas le masque officiel de l'éducation nationale, s'il y avait un problème, s'il y avait un cluster dans notre école, ça serait notre faute. Donc voilà où on en est. Donc cette espèce d'insécurité permanente, d'autant. Oui. Et du coup, Laurence, ça nous conduit peut-être aussi à une question directement pour le professeur Nicolas Franck. C'est est-ce que cette insécurité permanente nous empêche de prendre un tout petit peu de hauteur, de se poser et de prendre du recul sur la situation, quoi. C'est un peu ça, en fait, ce que vous vouliez dire, non, Laurence? Oui, tout à fait, parce que j'allais justement lui poser une question sur l'impact qu'il pouvait voir. D'abord, est-ce qu'il avait des retours sur le monde enseignant, puisque l'éducation nationale est la grande muette et que nous n'avons pas de visite régulière de médecine du travail, nous n'avons pas de visite comme les autres salariés, donc on passe sous le radar du mal-être. Et deuxièmement, est-ce que cette tension permanente n'altère pas la démocratie, le fonctionnement de la démocratie? Alors, professeur Nicolas Franck, merci Laurence à Montpellier. Je note 2 éléments importants. L'impossibilité à se projeter, qui fait que par un mécanisme d'empathie, parce que c'est ce qui a été exposé au début du témoignage, par un mécanisme d'empathie, on partage finalement les émotions difficiles, même si on n'est pas soi-même la principale victime du virus ou dans des conditions de vie spécialement difficiles, on va partager finalement la douleur que vont ressentir d'autres êtres humains. Ça c'est tout à fait normal. Ensuite, moi je suis moi-même enseignant dans le supérieur, donc j'ai beaucoup de retours de mes étudiants qui me disent à quel point c'est difficile, parce que les étudiants, contrairement aux élèves de maternelle, de primaire ou de collège ou de lycée, sont loin de chez leurs
parents, loin de leurs parents pour une partie d'entre eux, et ils vivent dans des conditions qui sont parfois douloureuses pour eux quand ils sont très isolés, quand ils ont peu de contacts, peu d'amis, dans une ville qui n'est pas la leur. Par contre, je n'ai pas spécialement de lien avec et de retour de l'enseignement primaire ou secondaire. Oui. Allez, vite, beaucoup, il y a une question encore de Pierre. Il nous reste 3 minutes. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi je voulais dire ceci. Je crois que plus généralement, la détresse psychologique n'est que la conséquence d'une société dont les citoyens ont respectueusement suivi les recommandations du gouvernement. Et aujourd'hui, les gens se sentent quelque part, quand ils sont verbalisés, ils sentent qu'il y a une agression psychologique, et je dis bien psychologique, de par la verbalisation qui est devenue insupportable. Moi je crois qu'elle nous rappelle la période des années 40, et elle nous fait comprendre que l'État est capable de faire un revirement à 100% en passant d'une totale liberté qu'on appelle la démocratie à un enfermement militari, signe pour moi qui est inquiétant de la fragilité d'un gouvernement influençable, sourd et aujourd'hui quasiment dangereux, quoi. Voilà. Alors on nous dit bien sûr que quand on va à l'Arc de Triomphe chaque année on dit plus jamais ça, mais je vois que ce jamais ça, c'est au gouvernement qu'il faut renvoyer cette affirmation et non pas aux citoyens qui eux se sont bien comportés. Et je pense que cette fragilité psychologique, elle est là, elle est essentiellement là. Les gens ont peur de voir un gouvernement changer du jour au lendemain. Oui, et puis j'ajoute en fait l'infantilisation qui était dénoncée ce matin. On avait Sabine qui disait ça, qui en avait ras-le-bol en fait de ça. Professeur Nicolas Franck, oui. Oui, la souffrance psychologique, elle est due à 2 facteurs principaux. Elle est due à la rupture sociale, le fait d'être isolé à distance des autres et le fait d'être enfermé. Au départ, effectivement, c'est ça. Et puis petit à petit, viennent s'ajouter d'autres facteurs comme la notion d'arbitraire, la notion d'impossibilité de se projeter, et puis la notion de catastrophe naturelle et éventuellement une peur pour soi ou pour les autres, pour les personnes qui ont été atteintes, parce qu'il y a quand même des cas de coronavirus, même si la mortalité est faible, comme ça a été dit tout à l'heure, 0,5-0,7%, il y a quand même des cas extrêmement sévères avec des personnes qui ont des séquelles. Et leurs proches, ou les personnes qu'elles rencontrent, ont une peur effectivement extrêmement importante quand elles sont confrontées à ce type de situation. Juste, et pour conclure, professeur Nicolas Franck, avec votre livre Covid-19, détresse psychologique, quelques conseils. Vous dites qu'il faut organiser ces journées ou organiser peut-être ces semaines, ces mois qui viennent, et puis penser à son rythme, sommeil, lumière, etc. Oui, complètement. Moi, je pense que le plus important, c'est de garder des contacts sociaux, d'être solidaire, de tenter de l'être avec ses proches, avec d'autres personnes dont on a connaissance. C'est extrêmement important d'affronter l'obstacle, enfin l'épreuve ensemble. Ensemble, c'est vrai. La deuxième chose, c'est effectivement de ne pas laisser se déstructurer son quotidien, de se fixer des objectifs et puis de reprendre un peu de maîtrise sur la période en se fixant volontiers un objectif de confinement, quelque chose qu'on va faire de manière positive pour avoir une vision moins négative du moment. Ça, c'est très important. Ça veut dire s'adapter finalement à la situation au fond. Oui, mais ce qui est difficile pour beaucoup de commerçants, d'artisans et puis même d'autres professions qui sont touchées dans l'événementiel et beaucoup d'autres qui se demandent si elles auront du travail demain, quoi. Ça c'est dur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire dans ces conditions? Quand vous avez quelqu'un comme ça qui est en détresse, qu'est-ce que vous lui dites? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord entendre la détresse, c'est-à-dire écouter la personne et puis l'aider, l'accompagner dans la recherche d'autres solutions. À fixer des objectifs peut-être. Oui, se fixer des objectifs et puis se décaler par rapport à l'obstacle qui va être très difficile. Effectivement, si c'est un commerçant qui va être en faillite économique, c'est sûr qu'on n'aura pas de solution du point de vue financier. Mais on va pouvoir peut-être envisager sa vie de manière plus large et lui permettre d'être moins négatif et moins fixé sur ce seul aspect-là. Et pour certains, on est bien conscient que ce sera très difficile. Complètement. Merci et on pense à eux, à toutes ces personnes et justement vous pouvez nous appeler tous les jours. On vous remontera le moral. Oui, dans le Grand Matin Sud Radio, dans les émissions après avec Valérie Expert, avec André.